Nous reprenons le direct de la Web TV de la Convention nationale. Je reçois maintenant Xavier Ronsin, directeur de l'École nationale de magistrature. Bonjour Monsieur Ronsin. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler des rapports entre magistrats et avocats, notamment au niveau de la formation. On a souvent opposé la formation des magistrats et des avocats, évoqué l'idée d'avoir une école pourquoi pas commune pour ces deux professions. Est-ce que le système actuel vous satisfait? Est-ce qu'il a évolué? Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci de me poser cette question qui, je crois, est fondamentale, non pas tournée du côté de la formation, mais du côté de la qualité de la justice qui sera rendue à la fois par les juges, les procureurs et par les avocats qui, naturellement, y contribuent pleinement et totalement. Alors, il y a beaucoup d'idées préconçues sur la formation, et le fait qu'il y ait une école de la magistrature basée à Bordeaux et des écoles régionales pour les avocats peut faire croire qu'il y aurait un antagonisme. Bon, mon propos, il est de vous dire que nos cultures sont extrêmement proches, d'abord sur le socle commun, puisque futurs avocats, futurs juges se sont assis sur les mêmes bancs des facultés de droit, ont suivi les mêmes enseignements pendant 5 ans, voire 6 ans ou 7 ans après le master, et que c'est simplement dans ces phases de spécialisation où les uns et les autres ont choisi des voies différentes que géographiquement, dans des lieux différents, ils vont peut-être diverger. Mais sur le fond, sur les apprentissages, sur les attentes de ces lieux de formation, on a énormément de points communs et je pense que vos questions nous permettront d'aborder ces éléments-là en formation initiale mais aussi en formation continue. Donc moi j'ai la conviction que en réalité les similitudes sont infiniment plus proches que les différences et les rapports que je peux avoir pour construire des programmes ou pour bientôt échanger sur des programmes pédagogiques des élèves montrent beaucoup plus de rapprochement que ce fossé que certains décrivent et à mon avis ils ont tort. D'accord. Donc du côté des avocats comme des magistrats, on va se diriger plutôt vers des enseignements de déontologie, des enseignements pratiques, plutôt que des cours de droit que les étudiants ont déjà eu à l'université, j'imagine. Alors vous avez tout à fait raison, en tout cas c'est un choix très clair qu'a fait l'École nationale de la magistrature. C'est, pour être un peu provocant, c'est qu'on bannit les enseignements de droit. Il ne s'agit pas d'accompagner des étudiants qui auraient des niveaux juridiques insuffisants vers une forme d'excellence. Non, pour nous, c'est le concours républicain qui fait la part entre les bons étudiants ou les excellents étudiants et les étudiants plus médiocres. Nous sommes une école résolument d'application. Une école d'application qui prépare à des métiers, les métiers de juge ou de procureur pour prendre deux acceptions un peu génériques, mais ce n'est pas une école uniquement sur des savoir-faire, c'est une école qui prépare à des savoir-être, comment doit-on se comporter. Je crois qu'autrefois, dans une école, on absorbait de gré ou de force des apprentissages, des savoirs. Maintenant, on développe des capacités. Capacité d'un juriste, futur juge, futur procureur, à évoluer dans le temps avec des législations sur des métiers qui connaissent parfois des révolutions extrêmement importantes. Et puis on a un regard à l'École nationale de la magistrature qui est un regard effectivement sur l'éthique, la déontologie, y compris dans nos épreuves pour évaluer nos auditeurs. En lien bien sûr avec toute la production intellectuelle du Conseil supérieur de la magistrature. Une autre dimension qui est la dimension internationale. Autrefois on raisonnait français, application des règles de droit français. Il est évident et nous voulons que nos étudiants, nos auditeurs de justice baignent dans ces éléments-là. Il y a la culture française, il y a la culture juridique européenne, mais il y a aussi la common law, il y a d'autres grands systèmes. Et nous leur demandons de se situer dans ces grands ensembles qui sont régulés, par exemple, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est ce que nous avons depuis longtemps mis en place et réaffirmé en 2008. Et moi, j'observe avec beaucoup d'intérêt que les écoles de formation du barreau, petit à petit, pour certaines un peu plus en avance que d'autres, se dirigent aussi vers le même modèle. Et je me félicite de la qualité des relations que j'ai pu avoir au moment de la réforme
de l'école de formation du barreau d'Issy-les-Moulineaux avec ses responsables, puisqu'ils sont venus me rencontrer, nous avons échangé sur nos attentes et sur les leurs, et on a immédiatement perçu que nous avions des envies communes, une culture commune, l'internationalisation, la déontologie, la prise de parole pour un avocat ou pour un futur procureur, la conduite d'entretien pour nous sont des éléments très importants. L'importance bien sûr de maîtriser la langue anglaise dans un environnement qui est international. Et j'encourage en tout cas, mais ils n'ont peut-être pas besoin de mes conseils, mais ceux qui dirigent encore des écoles de formation dans lesquelles on vient redonner des cours de droit à des étudiants qui n'en peuvent mais ou qui les ont déjà eus. Je pense qu'on se trompe en tout cas d'objectif. Et là encore, j'y vois, entre la principale école de formation du barreau et puis mon école, un grand rapprochement des objectifs pédagogiques. Donc vous voyez qu'il y a bien une culture commune aussi de formation, outre une culture judiciaire commune. D'accord. Et une autre preuve de ce rapprochement, c'est que les avocats peuvent venir se former à l'ENM. Alors vous avez tout à fait raison, parce qu'on pense qu'à l'École nationale de magistrature, on cultive en quelque sorte l'entre-soi et que les avocats n'y ont pas leur place. Alors c'est oublier que sur 2 années et demie, 6 mois du stage, 6 mois de la formation est consacré à un stage de plein exercice dans un cabinet d'avocats. Ce stage de plein exercice, ils vont plaider, ils vont avoir des entretiens avec les clients, ils vont conclure. Ça leur permet, et ça c'est pour nous le grand intérêt, d'avoir un regard sur les magistrats, d'avoir un regard sur les clients, les avocats et les juges, pour se remettre en quelque sorte en question et ne pas avoir des idées préconçues. Alors on est en train de discuter sur la durée de ce stage qui peut-être pourra être réduite pour permettre de répondre à d'autres objectifs. Mais fondamentalement, ce regard un peu décentré sur le fonctionnement d'un tribunal, vu du côté avocat, est pour nous essentiel. Et il est préparé avec des avocats, préparé et débriefé ensuite lors de séances. Et puis la deuxième composante, c'est que nous accueillons près de 8 à 10% de la promotion est composée soit d'anciens avocats qui ont ensuite intégré l'école de la magistrature, soit d'élèves avocats qui, dans le cadre de leur PPI, ont fait le choix de suivre pendant 9 mois la scolarité. Et quand je les accueille fin août, je leur dis surtout, vous ne serez pas des sous-auditeurs de justice, ou des sous-juges, soyez pleinement avocats. Et dans nos unités pédagogiques qu'on appelle des directions d'études, qui réunissent 18-19 personnes, on leur demande d'être pleinement avocats et de ne pas penser comme un futur juge, mais de penser comme un avocat, parce que c'est de cette contradiction-là qu'ils pourront apporter des échanges que naîtra la lumière pour tout le monde. Et j'ai pu à plusieurs reprises m'entretenir avec eux. À la fois mes auditeurs classiques sont ravis de cette confrontation dans le lieu même de leur apprentissage, et ces élèves avocats comprennent infiniment mieux comment vont raisonner les juges devant lesquels ils plaideront ou les procureurs auxquels ils seront opposés. Donc 8-10% de notre public de formation initiale composé d'avocats ou d'élèves avocats, outre les différents intervenants et enseignants qui viennent du monde du barreau, je crois que c'est vraiment une école extrêmement ouverte sur le barreau. C'est un choix qui avait été fait au moment de la refondation de l'école en 2008. Donc effectivement, ils y ont toute leur place et vraiment pas une place marginale. D'accord. Et techniquement, ça devient également de plus en plus facile, parce que je crois qu'au niveau de la dématérialisation ou de la facilité d'accès aux enseignements, vous avez avancé sur ce sujet également. Alors oui, il y a une révolution pédagogique qui est en cours et qui évidemment suit la révolution numérique. Je crois qu'on a eu très longtemps une conception d'un savoir qui descendait. Un public captif, assis sur des chaises ou dans un amphithéâtre, un professeur sachant qui dispense la bonne parole, des étudiants qui notent et des étudiants qui sont évalués sur ce qu'ils ont compris. À la fois les générations nouvelles, à la fois les nouvelles méthodes pédagogiques nous obligent à réinventer d'autres systèmes, pas simplement la parole qui tombe. Et c'est ce qu'on appelle l'hybridation des modes pédagogiques, c'est-à-dire d'utiliser le son, de podcaster des conférences, d'utiliser la vidéo, d'utiliser des modes d'apprentissage à distance. Et donc au lieu d'avoir des séquences qui sont des séquences un peu figées,
suivi de stages, puis de nouvelles séquences. En fait, on a des continuums pédagogiques avec, avant la séance de formation proprement dite, des possibilités de se former, ce qu'on appelle les prérequis par des documents qui sont mis en ligne, mais du texte, du son, de l'image. La possibilité, pendant le cours de l'enseignant, pour lui et pour les élèves, d'aller chercher la formation complémentaire. Nous venons de généraliser notre Wi-Fi sur l'ensemble de l'école à Bordeaux. Et puis, entre deux séquences, quand ils sont envoyés en stage, ils ne doivent pas partir dans une forme d'inconnu sans être en lien avec leurs référents. Et donc, nous créons des plateformes collaboratives, nous créons en fait des possibilités de lien entre eux. Les choses sont presque abouties lorsqu'ils seront en stage ou avec leurs enseignants. Donc, vous voyez, on est sur une complexification croissante de la façon de passer les messages, de passer les flambeaux, de passer les valeurs, mais en utilisant voilà, cette formidable richesse des nouvelles technologies. Et je sais que d'autres écoles de formation du barreau réfléchissent ou sont déjà relativement bien engagées dessus. Et ce que nous venons de décrire en formation initiale, évidemment, est transposable en formation continue, puisque, comme vous le savez, au printemps, j'ai eu le plaisir de signer une convention, de réactiver une convention ancienne avec le président du CNB qui ouvre le très riche catalogue de formation continue nationale des magistrats, dont mon école est l'opérateur, à l'ensemble des avocats, avec une inscription en ligne, voilà, donc fin de la paperasse et autres. Parce que nous savons que la présence d'avocats dans un public et dans une salle enrichit la réflexion des juges ou des procureurs, enrichit la confrontation d'idées. Donc nous créons des passerelles, y compris en national, et depuis très longtemps, à Montpellier, j'imagine, et dans toutes les cours d'appel, il y a des sessions de formation qui sont plus brèves dans le temps, souvent une demi-journée ou une journée, et qui unissent depuis très longtemps avocats en exercice, juges en exercice ou procureurs en exercice. Donc ça, ce sont des espaces d'échange, des espaces de culture, parfois de confrontation, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas ça m'apparaît extrêmement bénéfique pour l'idée que nous nous faisons de la justice et de ceux qui, avec des casquettes différentes, des missions différentes, concourent à cette mission de justice. On vous remercie pour l'ensemble de ces précisions. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et on vous souhaite une très bonne convention nationale. Merci à vous. Merci.